Je suis obsédé par Screamin' Jay Hawkins. Alors, oui, évidemment, il y a sa voix, son talent, son écriture, son jeu, l'orchestration extraordinaire qui l'accompagne la plupart du temps. Tout ça, ça suffit largement à faire de ce personnage une légende absolue de la soul et du shock rock. Mais la première chose qu'on voit quand on découvre Screamin' Jay Hawkins, c'est plutôt ça. Un homme noir qui sort d'un cercueil, un os planté dans le nez, un crâne à la main, qui roule des yeux, qui hurle, qui bave, déguisé en sorcier vaudou, tout droit sorti de l'imaginaire colonial le plus crasseux, c'est ça l'image qu'on garde de Screamin' Jay Hawkins. Le sauvage, le cannibale, le witch doctor. Sauf que ce type, derrière le cercueil et les os, c'est pas un produit marketing lissé et contrôlé d'une époque nostalgique par avance de ses propres représentations coloniales. C'est un musicien extrêmement sérieux, et je pèse mes mots là. Jay Lacy Hawkins, c'est son vrai nom, c'est pas un clown, c'est quelqu'un qui a une formation classique, qui a appris le piano alors qu'il était tout gamin et qui a pu lire et écrire de la musique avant ses 10 ans. Et sa voix de baryton classique, il la travaille avec méthode et exigence, mais pas pour la soul ou le rock, mais pour l'opéra. Depuis le début, il rêvait de devenir Paul Robeson. Et quand on connaît les deux gars et qu'on apprend ça, c'est assez surprenant, parce que si Hawkins a effectivement réussi à devenir une icône de la musique, on peut pas dire qu'il ait réussi à ressembler à son idole. Paul Robeson, c'est un des plus grands chanteurs noirs du XXe siècle. Avec sa voix de basse classique, il a traversé son époque avec une présence et une dignité écrasantes. Pour vous donner une idée, là, on parle d'un mec qui a obtenu la médaille Spingarn, donc la plus haute distinction de l'Organisation américaine pour les droits civiques, 12 ans avant Martin Luther King, et 1 an après le mec qui a inventé les banques du sang. Donc voilà, je sais pas qui c'est votre modèle à vous, mais Hawkins, le sien, c'était lui. C'était ça, toute cette carrière. Il voulait devenir quelqu'un de sérieux, de digne, d'important, il se rêvait un grand homme parmi les grands hommes. Il n'avait pas spécialement prévu de faire ça en se mettant un os à travers le nez et en sortant d'un cercueil à chacune de ses apparitions. Alors comment on passe d'une telle ambition à une telle carrière, me demanderez-vous ? Et bah comme bien souvent, pas tout seul. En 1956, il enregistre une chanson qui s'appelle I Put a Spell on You, et la version qui le rend célèbre, celle où il hurle, où il grogne et où il râle, il l'enregistre une nuit où il est tellement bourré qu'il racontera plus tard qu'il ne se souvenait même pas de l'avoir faite le lendemain. Et cet enregistrement, il va finir par tomber entre les mains d'un certain Alan Freed. Alan Freed, c'est un DJ blanc très connu et très puissant, et qui est notamment le gars qui a popularisé le mot rock'n'roll. Et Freed lui propose un truc qu'on lui avait rarement proposé jusque-là, il lui propose du pognon. En échange d'un contrat à 300 $, Hawkins doit s'engager à faire une chose à chaque début de concert, sortir d'un cercueil. Au début, il veut pas, et il va même jusqu'à répondre à Alan Freed, écoute, t'es gentil, mais quand tu demandes à un mec noir de rentrer vivant dans un cercueil, a priori, il va pas s'attendre à en ressortir vivant. C'était sa façon de dire qu'il avait bien vu ce que cette demande rejouait de l'histoire du pays, qui à l'époque est encore la ségrégation. Mais comme souvent aussi, il a fini par céder à cause des pressions financières. Tout le reste, l'os, le crâne, le vaudou, le sorcier, tout ce qu'on connaît de Screamin' Jay Hawkins, ça s'est empilé par-dessus au fur et à mesure. Et même son nom de scène, le Screamin' qui est au début, c'est quelque chose qui lui a été imposé par son label. L'étiquette qui lui a été collée sur le visage, celle du Witch Doctor, celle du Bela Lugosi, du macabre, il n'a jamais réussi à s'en débarrasser, même après une carrière à enregistrer tube sur tube, dont certains font partie des chansons les plus reprises et les plus diffusées de l'histoire de la musique. Donc voilà un homme à qui on a fait produire, sous le regard d'un public blanc et d'un marché blanc, une version sauvage de lui-même. Un masque avec lequel il a dû apprendre à faire une carrière, mais une carrière dans laquelle il a fini coincé, et qui a recouvert pour toujours le chanteur sérieux qu'il rêvait d'être. Et là on pourrait se poser une question toute bête. Pourquoi il n'est pas devenu Paul Robeson au final ? Il en avait tout, l'éducation classique, la voix, la technique, qu'est-ce qui l'a fait basculer du côté du cercueil plutôt que du côté de l'opéra ? Et en fait là, la réponse qui paraît la plus évidente, c'est justement celle dont il faut le plus se méfier. C'est-à-dire que c'est pas qu'il a tenté d'être Robeson et qu'il s'est planté et qu'il a dû se réorienter de l'autre côté, c'est-à-dire que si on disait ça, on se fixerait uniquement sur la vision individualisante de son parcours. La vérité, c'est que la porte Paul Robeson, pour un homme noir dans l'Amérique des années 50, elle était à peine entrouverte. Le rôle du chanteur noir, digne, sérieux, classique, c'était pas une voie qu'il aurait pu prendre, c'était une exception. Et en plus, c'était même pas une exception spécialement miraculeuse ou extraordinaire, ou en tout cas qui l'aurait destiné à une vie glorieuse. Parce que, oui, Paul Robeson, il a été le modèle, l'homme intègre et magnifique que beaucoup de noirs de cette époque admiraient,
Mais ça veut pas dire pour autant qu'ils auraient voulu avoir sa vie. Paul Robeson, l'État américain, lui a confisqué son passeport, l'a foutu sur liste noire, lui a détruit sa carrière, l'a calomnié. C'est-à-dire que, il faut vous dire qu'à la sortie d'un de ses concerts, il y a des gens qui ont pendu une effigie de lui avant de se mettre à lapider son public jusqu'à ce que la police intervienne. Pour rejoindre le camp de ceux qui tabassaient son public. Tout ça, c'est même pas un tiers de ce qu'il a vécu. Et s'il l'a vécu, c'est précisément pour avoir osé être qui il a été. L'homme noir qui a réussi à passer entre les mailles d'un système qui voulait le contraindre à jouer un autre rôle. Donc encore une fois, ce n'était pas une porte qui existait, qui était ouverte et qui demandait juste à être traversée. C'était un miracle et dont le coût était de recevoir les pires punitions que le corps social pouvait lui infliger, juste pour avoir eu le culot d'avoir cessé d'être un noir lisible, gouvernable et disciplinable. Pendant ce temps, pour Hawkins, l'autre porte, c'est-à-dire celle du sauvage sorcier vaudou cannibale, non seulement elle était grande ouverte, mais en plus il y avait du pognon derrière. Je le dis parce que, après tout ce récit, ça peut paraître évident, mais quand on parle de l'alternative qui existerait entre d'un côté l'assimilation et de l'autre le retournement du stigmate, c'est-à-dire soit essayer de gommer au maximum la différence entre nous et nos oppresseurs, soit les surjouer au maximum, quand on évoque ce sujet-là, on le présente avec deux préconceptions qui sont pas exactes. D'abord, que ce serait un choix, et là vous commencez à comprendre que Hawkins n'a pas choisi d'être Screaming Jay. Et ensuite, que l'assimilation, ce serait l'alternative qui nous expose à la moindre violence. Ce qui, pour Paul Robeson, n'est absolument pas vrai. Le fait d'utiliser les outils des dominants pour s'attaquer à la domination, ça a été efficace dans une certaine mesure, mais certainement pas plus simple et encore moins dangereux. Ce qui détermine laquelle des deux alternatives va être celle vers laquelle on va être poussé, c'est pas la simplicité ou l'opportunité. Le critère déterminant, c'est, dans le contexte et dans l'environnement dans lequel je vis, quelle est l'option qui me rend le plus lisible. Parce que c'est ça qu'on oublie tout le temps. Pour exister aux yeux des autres, pour avoir une carrière, pour être vu, reconnu, payé, il faut d'abord être lisible. Il faut rentrer dans une case que le regard connaît déjà et que le regard sait déjà appréhender. Et le regard blanc dominant, il n'avait pas 10 000 cases à proposer à un chanteur noir. Il en proposait une, bien grande, bien voyante, la case du sauvage tout droit sorti de ces terres exotiques. Devenir à fond ce sauvage-là, c'était pas s'épanouir, c'était se rendre assez saillant pour avoir le droit d'exister. Et donc, pointer Robeson en disant « eh ben lui, il a réussi, donc c'est bien la preuve que c'était possible », c'est exactement le tour de passe-passe qui transforme une porte truquée en preuve du libre arbitre. L'exception, elle ne permet jamais de prouver qu'il y avait bien une voie, un chemin qui était ouvert. L'exception, la seule chose qu'elle fait, c'est de faire croire à ceux qui n'ont pas pris ce chemin-là qui se sont juste pas assez accrochés. Bon, si je vous raconte tout ça, c'est pas pour le plaisir de faire une parenthèse sur la musique noire des années 50, et c'est pas non plus pour vous dire que ce que vit une personne autiste, ce serait comparable à ce qu'a vécu un chanteur noir sous la ségrégation. Ce serait absurde et un peu dégueulasse. Ce qui se transporte d'un monde à l'autre ici, c'est pas la violence, elle est pas du tout du même ordre, c'est une mécanique, celle qui fait qu'avant de pouvoir exister quelque part, il faut d'abord pouvoir y être lisible, rentrer dans une case que le regard d'en face sait déjà nommer. Et cette mécanique-là, elle s'arrête pas aux deux alternatives qu'on vient de regarder, elle tourne absolument partout où un regard a le pouvoir de décider qui il accepte de voir. Et l'autisme aujourd'hui, c'est un de ces endroits. Parce que la phrase qu'on répète aux personnes autistes absolument partout, sur les réseaux, dans les cabinets et entre nous, c'est « démasquez-vous, montrez qui vous êtes et ça ira mieux ». Et cette phrase, elle a l'air lumineuse, elle a l'air pleine de bonnes intentions. Mais quand on regarde vraiment ce qu'il y a derrière, comme pour Hawkins, on se rend compte qu'elle transporte des choses qu'on avale toutes d'un coup sans même les voir. Et notamment, on avale avec elle 4 présupposés, empilés les uns dans les autres, et qu'on nous présente comme des évidences. Le premier, c'est que sous le masque, il y aurait un vrai soi, une vraie personne déjà là, déjà entière, qui attendrait juste qu'on la libère. Et ça, on a vu dans la vidéo précédente que ça tenait pas, qu'il n'y avait pas un petit noyau d'origine planqué au fond de nous, qui serait nous en plus vrai, et que le masque ne se dépose pas sur une identité qui existe déjà, mais que le masque il est l'identité elle-même. Le deuxième, c'est que ce vrai soi, du coup ce serait l'autisme. Sauf que là aussi on a vu que ça marchait pas vraiment, que l'autisme c'est pas une naissance qui dormirait en nous depuis la naissance, mais c'est un mot, une catégorie qu'on nous applique du dehors et qui se fabrique continuellement dans les réunions de comité à Washington. Et alors en plus pour ces deux présupposés-là, même si vous avez pas vu la vidéo précédente, vous voyez bien que tout ce qu'on a dit sur Hawkins fait en réalité déjà une grande partie du boulot. Parce que, en l'occurrence, pour Hawkins, la chose la plus visible dont on puisse suspecter qu'elle dormait au fond de lui depuis sa naissance, c'était le sauvage, le hurleur avec son os dans le nez qui jette des sorts aux passants. Ça paraissait évident à cette époque que c'était ça, sa vérité, son essence.
Et pourtant, c'était littéralement juste la version de lui que le regard social avait commandé. Donc l'idée que ce qui sort quand on se montre, ce serait forcément le vrai soi, on voit à quel point c'est pas évident, et même à quel point ça peut être dangereux. Mais en l'occurrence, c'est les deux présupposés suivants qui nous intéressent le plus ici, parce que c'est les deux sur lesquels on n'a pas pu se concentrer suffisamment dans la vidéo précédente. Et le troisième présupposé qui se cache derrière les discours sur le masking, c'est qu'en enlevant le masque, du coup on rendrait l'autisme visible. On pourrait le montrer, l'afficher sur soi, et que les gens en face le reconnaîtraient pour ce que c'est. Et ça suppose un truc énorme. Que l'autisme ce serait une vérité pure et rationnelle, d'une part oui, ça on l'a déjà vu, mais surtout que l'autisme, ce serait quelque chose de visible. Et donc qu'il y aurait déjà dans le regard des autres une forme de compréhension des attentes qu'il faudrait avoir vis-à-vis d'une personne autiste, et que ces attentes ne sont pas construites, mais sont elles aussi pure et rationnelle. Donc ça demande de supposer que quand je dis « enlève ton masque neurotypique et montre l'autiste que tu es vraiment », je ferai pas exactement le même genre de projection que ce que je fais quand je dis « enlève ton masque blanc et montre le noir que tu es vraiment ». Parce que, encore une fois, le noir que Hawkins était supposé être vraiment, c'était littéralement un cannibale. Oui, c'est largement moins pire d'être suspecté en permanence, d'être en train de cacher le Sheldon Cooper qui est en nous, hein. Et on en meurt beaucoup moins aussi, ça c'est clair. Est-ce que c'est forcément beaucoup moins con ? Ça, je sais pas. Le quatrième présupposé, c'est que, une fois notre autisme rendu visible, notre vie serait immédiatement meilleure. Et là encore, qu'on parle d'un autisme pur et profond qui serait simplement révélé au monde, ou d'un autisme qui serait une pure performance, dans les deux cas c'est pareil, parce que ça voudrait dire qu'il faudrait soit aller expliquer à Hawkins que performer ce qu'on attendait de lui, ça l'a rendu plus libre, soit aller expliquer à Robson que être pleinement et dignement et visiblement lui-même, au final, ça l'a plus protégé qu'autre chose. Ces deux dernières présuppositions-là, on les a collées ensemble pour en faire un discours cohérent. Un discours qui dit donc que l'autisme, ça se voit quand on le masque pas, et qu'on est plus heureux quand notre autisme se voit. Et tout ça, ça nous est présenté comme une évidence, et cette évidence, elle nous est proposée comme un conseil de vie. Et comme elles sont enchâssées l'une dans l'autre, et pour démontrer que les deux sont fausses, il faut d'abord démonter la première, celle qui dit que l'autisme, ça serait quelque chose qui se voit chez quelqu'un. Et pour la démonter, il faut juste rappeler tout ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que l'autisme, ce n'est pas une chose, c'est une catégorie, un mot qu'on pose sur les gens depuis l'extérieur. Et une catégorie, ça ne se voit pas. La délinquance, ça ne se voit pas. L'intelligence, ça ne se voit pas. Ça se décrète sur des conduites. L'autisme, c'est pareil, c'est l'étiquette qu'on colle, c'est pas ce qu'il y a sur la photo. Si je demande à peu près n'importe qui d'imaginer une personne autiste, ce que je vais recevoir, c'est une image hyper précise, et à peu près toujours la même. Souvent un mec, souvent gamin, qui regarde personne dans les yeux, qui parle d'une voix monotone, qui aligne des petits trains, qui fait des crises de colère quand il a pas ce qu'il veut, et qui récite des dates. Et évidemment, cette image, c'est un cliché, c'est-à-dire que non seulement elle passe à côté de la plupart des personnes autistes qui ressemblent absolument pas à ça, mais en plus, elle colle parfaitement bien à un sacré paquet de gens qui sont pas autistes. Donc ce qui est reconnaissable, c'est jamais l'autisme, c'est la cohérence entre un cliché et la recevabilité individuelle de ce cliché par l'individu tel qu'il est perçu. C'est-à-dire que exactement les mêmes comportements qui appartiennent au cliché, quand ils sont observés chez une personne qui ne peut pas être autiste selon nos représentations, exemple typique une femme noire, ils ne déclenchent pas la même lecture. Donc d'un côté, toutes les personnes qui se comportent comme des autistes ne sont pas autistes, et de l'autre, toutes les femmes noires ne sont pas neurotypiques. Dit autrement, plein de gens qui font autiste ne le sont pas, et plein de gens qui font pas autiste le sont. Le cliché, il se trompe dans les deux sens à la fois, et la seule chose qui l'attrape à tous les coups, c'est pas l'autisme, c'est à quoi un ou une autiste est censé ressembler. Et ça change radicalement ce que peut vouloir dire l'expression « se montrer ». Parce que si être vu comme autiste, c'est pas révéler une vérité mais coller à une image, alors le conseil « montre que t'es autiste », il veut plus du tout dire « laisse sortir ce que t'es », mais il veut plutôt dire « rends-toi conforme à ce que les gens reconnaissent comme autiste ». Produit les bons signaux, vise le cliché, quitte à appuyer ce qui dépasse déjà un peu chez toi, ou carrément à mimer des trucs qui sont carrément pas les tiens, juste pour devenir lisible. C'est exactement ce que Hawkins a fait. On lui demandait pas de révéler le vrai Jay Lacey, on lui demandait de ressembler à l'image qu'un public blanc reconnaissant comme « ça, c'est un noir ». Donc le sauvage et le cannibale. Il a produit les signaux et il a visé le cliché. Et le cliché, lui, il avait déjà été écrit avant qu'il arrive. Le cliché, il n'a toujours été qu'une image que la culture dominante a fabriquée, une image
lisible, qui rend les dominés lisibles. Et donc ce qu'on reconnaît, c'est évidemment pas l'autiste ou le noir, c'est le cliché qu'on a fabriqué pour rendre identifiables ces figures-là au sein de l'espace social. Et le problème, c'est que les discours autour du démasquage placent implicitement le cliché à l'intérieur du comportement ou de la personnalité de l'individu, quand en réalité, il se situe dans le regard des autres. C'est exactement ce que je disais dans ma vidéo sur le handicap invisible, qui, en tant que catégorie, vient lui aussi prendre un truc qui se passe dans le regard des autres pour aller le coller sur le corps de la personne. On dit d'une personne que son handicap est invisible, comme si l'invisibilité était une propriété de son corps à elle, comme si elle se baladait avec un handicap nativement transparent. Sauf que son handicap, il n'est pas invisible. C'est juste que l'œil d'en face ne sait pas ou ne veut pas le voir. L'invisibilité, elle n'est pas dans le corps handicapé. Elle est dans le regard qui passe à côté du handicap. Et dans les deux cas, c'est rigoureusement la même opération. On prend quelque chose qui appartient au regard, c'est-à-dire parfois le cliché qu'il reproduit et d'autres fois l'aveuglement dont il fait preuve, et on va le planter dans la personne d'en face, comme si c'était sa nature à elle. Et c'est pas juste une question de mots ou de formulation de dire ça. Dire ça, c'est nécessaire pour comprendre une des manières les plus efficaces dont la domination fonctionne, dont elle opère. Le regard dominant fabrique une image, et ensuite il la dépose dans le corps du dominé en lui disant « Tiens, ça, c'est toi, c'est ta vérité ». Et l'arnaque fondamentale de l'essentialisation ou de la biologisation, c'est de faire oublier que l'image vient de lui, et pas de la personne. Une fois que l'image elle est plantée, la personne elle va la porter comme si elle l'avait depuis toujours, et elle finit par y croire, et parfois même elle finit par la revendiquer. Je veux dire, si vous demandez à une tradwife pourquoi elle fait le ménage et la cuisine toute la journée, bah, elle vous répondra que c'est parce que c'est comme ça, c'est biologique, et faire ça, c'est être en accord avec sa condition naturelle. Et avec Hawkins, on a vu comment ce regard peut passer commande, imposer une image et enfermer la personne dedans. Et des fois, il peut même faire bien pire que ça. Il peut condamner la personne sans même qu'elle ait eu à produire le moindre signe, juste en la voyant. Et la personne qui a parlé le mieux de tout ça, je l'ai cité implicitement tout à l'heure quand j'ai parlé de Masque Blanc, et c'est Frantz Fanon. Fanon, c'est un psychiatre et un penseur né en Martinique qui écrit dans les années 50 sur ce que le racisme fait concrètement à la personne qui le subit. Et le livre dans lequel il raconte ça, du coup, c'est pas un hasard, c'est Peau noire, masque blanc. Le masque chez Fanon, il est là aussi compris comme une performance attendue de la part de la personne dominée. Et comme dans ce qu'on a dit sur l'autisme, pour Fanon, le masque blanc, c'est une commande produite par un regard. Plus exactement, c'est une condition, la promesse faite au corps noir par le regard blanc que leur existence au sein de l'espace social est possible, tant qu'ils sont capables de se fondre d'une manière ou d'une autre dans l'espace social. Et Fanon, il raconte un moment de sa vie où il est dehors, il se balade en métropole, et un enfant blanc le voit et dit à sa mère à voix haute « Maman, regarde le nègre, j'ai peur ». Et dès cet instant, Fanon cesse d'être un homme qui marche, parce qu'en une phrase, produite par un regard éduqué à la produire, il devient une menace. Il devient un truc qui fait peur à un gamin. Il a rien fait, il a rien dit, il a juste été vu. Le regard l'a transformé en danger. Et il peut rien y faire, il peut pas négocier, il peut pas mieux se tenir, parce que ce qu'on lui reproche, c'est pas un comportement. C'est bien pire que ça, ce qu'on lui reproche, c'est ce que sa peau laisse supposer de son comportement. C'est-à-dire que c'est plié d'avance, il n'y a pas un effort à produire qui serait suffisant pour changer la lecture que cet enfant aurait eue de son existence. Et ce que Fanon décrit là, c'est la même chose que ce que Hawkins a subi. Fanon, quoi qu'il fasse, quoi qu'il soit socialement, c'est un sauvage. Pour les yeux qui le regardent, Fanon c'est le noir, et le noir c'est le sauvage. À la différence près que Hawkins, on lui a demandé de le jouer. Il était sur une scène, et étant sur scène, il disposait d'une sorte de marge, c'est-à-dire qu'il pouvait plus ou moins jouer à tordre ce rôle. Parce qu'il y a une couche de plus pour lui, il y a le rôle social construit par le regard colonial, et puis il y a la représentation de ce rôle, et cette représentation, elle donne un espace supplémentaire. Alors que Frantz Fanon, lui, il n'est pas dans la représentation, il est dans l'incarnation. On a vu dans la vidéo précédente avec Erving Goffman que nos interactions se jouaient dans ce qu'il appelle une scène sociale. Et la spécificité de cette scène sociale, c'est que le rôle qu'on joue dessus, c'est pas juste un masque, c'est la totalité de notre personne. Sauf que dans la scène sociale, les rôles, ils ont été distribués avant qu'on arrive. Et donc c'est plutôt ça qui se joue pour Fanon, c'est-à-dire que son rôle, il est déjà écrit, c'est le sauvage. Il entre sur scène et sa réplique, elle est déjà collée à sa peau, on lui demande même pas de la jouer parce qu'on n'a pas besoin qu'il vienne prouver qu'il a bien ce rôle.
Quand le regard blanc voit Fanon, il voit déjà le sauvage, l'os dans le nez et le crâne au bout du bâton. Il n'a pas besoin de performance, ni d'accessoires, et donc encore moins de preuves. Le cliché est déposé automatiquement sur le corps par le regard. Screaming Jay Hawkins, il est sur un autre type de scène. Il est littéralement mis en scène, mais pas par le regard blanc, mais simplement avec la complicité du regard blanc. Et donc il va donner à voir des choses à ce regard, que le regard n'a pas immédiatement commandé, ce qui fait qu'il peut faire des choses que Fanon ne pouvait pas faire. C'est la caricature. En s'habillant comme il le fait et en se comportant comme il le fait, Hawkins, ce qu'il caricature, c'est pas le noir. Il caricature le regard blanc. Et en faisant ça, il le confronte à ses constructions et à son arbitraire. Et une personne autiste devant ce regard, elle est du côté de Fanon, elle n'est pas du côté de Hawkins. Elle n'a pas la main sur la mise en scène et donc elle n'a pas de marge pour caricaturer quoi que ce soit. Ce qu'elle a, c'est un corps et une lecture qui lui tombe dessus. Alors évidemment, dire que l'autisme, ça ne se voit pas, ça veut pas dire qu'il n'y a rien dans l'autisme. Hein. Une personne autiste, elle a des manières d'être atypiques qui sont bien réelles. Et parmi les personnes autistes, beaucoup ont certaines manières d'être, certains comportements ou certaines stéréotypies qui, bien qu'elles ne soient jamais les mêmes d'une personne à l'autre, tombe justement dans ce que le regard dominant a appris à repérer. C'est pour ça que ce qu'on appelle masquer, c'est quelque chose d'éprouvant, parce que le travail du masking, c'est de déterminer ce qu'il faut filtrer, et puis s'attacher à le filtrer en permanence. Il s'agit de retenir, d'étouffer, de ne pas donner à voir ce qui nous mettrait en marge de la scène sociale. Et comme on peut jamais savoir exactement ce qui nous mettra en difficulté ou non, eh ben on filtre large par sécurité. Donc oui, en un sens, arrêter de masquer pour pas mal de gens, ça peut vouloir dire rendre visible des choses qu'on s'est épuisé toute notre vie à réprimer. Mais non, le fait d'arrêter de masquer, si on le prend dans ce sens-là et dans celui-là uniquement, c'est pas pour autant un conseil qui serait automatiquement rationnel. Parce que, encore une fois, on ne choisit pas la lecture qui est faite de ce qu'on laisse voir aux autres. Et que, une fois de plus, certaines de ces lectures peuvent nous mettre physiquement en danger. Parce qu'il faut bien comprendre que pour Fanon, c'est pas le fait d'être noir qui l'a rendu immédiatement dangereux dans le regard blanc. Ce qui le rend dangereux, c'est le lien que le regard fait entre ce qu'il perçoit, donc la racialisation qu'il opère, et les croyances qu'il a sur ce qu'il pense observer. Et pour le cas de l'autisme, il y a le même mécanisme qui se joue, et c'est pas si paradoxal que ça quand on y réfléchit de cette façon-là. Si une personne autiste sur 5 aux États-Unis se fait contrôler par la police avant ses 21 ans, alors que cette population commet moins d'infractions que la moyenne, c'est pas parce que les flics se disent «Ah, c'est un autiste, donc ça veut dire qu'il est dangereux». C'est parce que ce qui est saillant, ce qui sort du lot chez la personne autiste, c'est-à-dire les stéréotypies, les réponses au premier degré, le regard fuyant, etc., le flic, il va le percevoir comme une désobéissance aux normes sociales, au comportement qu'il conçoit comme normal. Et il va lier cette désobéissance à une croyance qu'il a. Et donc le regard fuyant, c'est un comportement de culpabilité, le premier degré, c'est un signe d'insolence, et les stéréotypies, c'est ce qui trahit qu'une personne est sous l'influence de stupéfiants. C'est-à-dire que là aussi, ce qui sort de la norme, ce qui dépasse du masque, même un petit peu, ça va nous amener à être perçus comme des personnes dangereuses. Donc quand on dit qu'il vaut mieux avoir l'air autiste que de le cacher, il faut se poser une question qui est toute bête, c'est mieux pour qui ? Parce que se rendre visible, ça ne coûte pas la même chose à tout le monde. Et pour l'autisme, comme pour le fait d'être racisé, ne pas s'assimiler, ne pas se planquer, laisser sortir ses besoins, ça peut vouloir dire subir des violences, perdre son boulot, perdre la garde de ses enfants ou encore son logement. Il y a énormément de situations où le masque, c'est pas un fléau, c'est une condition de survie. On a donné l'exemple des personnes autistes racisées dans la vidéo précédente, de celles en contact avec la police à l'instant, mais on pourrait simplement y rajouter les femmes autistes. Parce qu'une femme qui masque, elle porte pas non plus juste un masque qui se serait posé sur un visage neutre. Là, on parle d'un masque qui a fusionné avec tout un rôle qu'on lui a appris à tenir depuis gamine. Être douce, être disponible, attentive, soutenante, un rôle tellement déjà attendu d'une femme que personne ne l'a jamais vu comme un masque. Donc le jour où ce masque disparaît au profit d'autre chose, ça va pas se lire comme juste une autiste qui montre enfin son handicap et c'est formidable. Ça va se lire comme une femme qui change, et qui change en mal. Une femme qui devient froide, difficile, qui se laisse aller. Et tout ça, c'est pas qu'une question de réputation, c'est la structure d'un couple qu'elle tenait à bout de bras qui peut s'effondrer. C'est un épuisement qui, si elle a des enfants, va être vu comme une démission de son rôle parental.
sociale, c'est un plafond de verre encore plus bas qu'avant parce que ses fonctions dans l'entreprise reposaient sur son rôle de facilitatrice des rapports sociaux. Une femme qui réussit à démasquer, c'est parfois une femme qui arrête de faire le travail invisible qu'on attendait d'elle, et qui le paiera donc beaucoup plus cher qu'un homme qui vivrait avec les mêmes besoins spécifiques. Parce que le masque, c'est ça qui faisait tenir debout sa capacité à faire ce travail gratuit. Alors, ça veut pas dire qu'elle devrait continuer à le faire, ce travail, ou que c'était pas voué à s'effondrer à cause de l'épuisement, mais ça veut dire qu'autour du seul enjeu du masking, il y a tout un contexte matériel qui est dense, complexe, et qu'on ne peut pas effacer sous prétexte que l'enjeu spécifique de l'autisme est ou serait le principal facteur d'épuisement. Et donc quand on dit sans discernement à toutes les personnes autistes qu'il vaut mieux avoir l'air autiste que de masquer son autisme, on adopte une position qui est doublement privilégiée. D'abord parce qu'on le dit depuis une position de sécurité matérielle, et ensuite parce qu'on présente le masking comme un fait ou comme un comportement isolable, autonome et à lui tout seul constitutif du rôle social qui nous opprime. Et ça c'est vrai pour certaines personnes, mais c'est loin d'être la majorité. Mais même en admettant que ce conseil soit applicable à tout le monde et qu'on puisse détacher le masking autistique sans toucher à rien du reste, je veux dire, je suis pas d'accord du tout avec ça, mais imaginons. Même là, ça ne change rien en fait que face au regard social qui nous a fait produire le masque, c'est pas nous qui décidons de ce qu'on en fait. C'est jamais la personne qui décide comment elle va vivre son handicap dans la société. Ce qui décide, c'est la quantité de risques attachés à chacune des deux directions possibles. Les deux mêmes directions dont on parlait pour Screaming Jay Hawkins, à savoir l'assimilation d'un côté et la production de l'autre. L'assimilation, c'est celle dont on a le plus parlé depuis le début. C'est se fondre dans la masse, c'est raser les murs, gommer ce qui dépasse, en gros se faire le plus normal possible. Ça, c'est le masque qui nous blesse, qui nous épuise et qui nous use jusqu'au sens le plus littéral. Et c'est celui qui désigne ce qu'on entend classiquement quand on parle de masking. La production, c'est l'inverse exact. C'est plus se fondre, c'est se fabriquer. Se produire en autiste, faire une version lisible de soi et apprendre à l'habiter. Au lieu de cacher ce qui dépasse, on l'accentue, on le met en avant et on en fait quelque chose de reconnaissable. Et ça, du coup, c'est précisément ce qu'on vous présente comme la sortie du masking, la direction qui vous permet de devenir vous-même. Sauf que se produire, habiter la catégorie assignée, vous vous souvenez où ça a mené Hawkins. C'était ça qu'il faisait lui, mais il le faisait par nécessité. Cette deuxième direction, c'est tout autant un masque que la première. Et tout ça, ça veut pas dire qu'il faudrait pas la prendre ou qu'elle n'aurait rien de désirable, mais simplement qu'il faut la prendre avec une certaine précaution. Dans la vidéo précédente, je vous parlais de Kieran Rose, un militant et chercheur autiste anglais qui bosse depuis des années sur le sujet du masking. Dans son livre, coécrit avec la chercheuse Amy Pearson, il rapporte un échange qu'il a eu avec une personne autiste qui l'accompagnait. Cette personne, il est en consultation avec elle et elle lui assure que ça y est, elle ne masque plus du tout. Tout ça c'est fini pour elle, elle était enfin devenue elle-même. Et Rose, il explique qu'à un moment, il se rend compte qu'en fait, cette personne, ce qu'elle avait fait, c'est que au lieu de cacher son autisme, elle l'avait poli, elle l'avait accentué et exhibé. Et c'était au point que, quand Rose lui a demandé comment elle avait fait pour arrêter de masquer, elle lui a répondu « Eh ben, en fait, j'ai perfectionné mon pas normal jusqu'à le faire briller et pouvoir le montrer aux autres. » Exactement comme Hawkins avait perfectionné son sauvage. La personne, elle croyait enfin avoir enlevé son masque, mais en réalité, elle s'en était juste fabriqué un autre, mais à l'envers de celui que son environnement lui avait commandé au départ. Parce que se fabriquer un autiste bien lisible, bien identifiable, on le fait pas pour soi-même, on le fait pour la même raison que Hawkins enfilait son costume, pour être lisible. Amy Pearson et Kieran Rose, qui sont parmi les personnes qui ont le plus creusé le sujet du masking, elles appellent ça projeter de l'acceptabilité, se rendre lisible d'avance pour que le regard en face sache quoi faire de nous immédiatement. Parce que dans un monde où ce regard peut faire mal, Pearson et Rose montrent qu'il vaut souvent mieux s'attendre à être mal perçu et être traité en conséquence que de ne pas savoir du tout comment on va être reçu et risquer pire. Dans leur livre, l'expression qui synthétise tout ça, c'est le concept de sécurité dans la prévisibilité. La scène sociale peut pardonner beaucoup de choses, mais jamais l'imprévisible. Donc on réintègre la pièce, parce qu'on n'a pas le choix, mais ce coup-ci, on s'est fabriqué un personnage d'autiste net et identifiable. Et au moins, du coup, on sait à quoi s'attendre. Sauf que ça reste un personnage, ça reste une version de nous qu'on fabrique pour le regard des autres. Exactement ce qu'on appelle un masque depuis le début de cette vidéo et de la précédente. Et le mot de la fin sur ce fameux choix, c'est encore Pearson et Rose qui nous le donnent. Quand ces deux-là se sont penchés sur la question de pourquoi les gens masquent,
et elles ont donné à leur article le titre, qui va finir de détruire le slogan que Rose avait lui-même co-créé et propulsé au centre de la discussion, le fameux Take the Mask Off. Et le titre de cet article, c'est L'illusion du choix. Le masking y est présenté non plus comme une stratégie sociale, mais comme un objet de la théorie sociale, une chose qui fait partie du réel et qui appelle à être comprise et à être décrite par la recherche, justement parce qu'elle n'est pas un choix, mais quelque chose qui arrive à certaines personnes plus souvent qu'à d'autres, et même parmi ces personnes qui leur arrive plus ou moins intensément. Bon, là, normalement, il y en a parmi vous qui commencent à désespérer. Si la première direction est un masque et la deuxième aussi, et qu'il n'y a rien d'authentique en dessous, on fait quoi? On est foutu, tout se vaut, on reste là à tenir un rôle impossible jusqu'à ce qu'on s'effondre? Un masque qu'on vous a imposé, que vous tenez par peur, qui vous vide de toute votre énergie au point de vous faire vous effondrer, et un masque que vous choisissez, que vous fabriquez en connaissance de cause et qui vous coûte 10 fois moins, c'est pas la même chose, pas du tout. Et la différence entre les deux, c'est pas de la philosophie, hein, c'est souvent la différence entre tenir debout et s'écrouler, entre une vie vivable et un burn-out. Chose que je vais faire après ce tournage à cause de la chaleur. Donc quand je dis que le masque d'autiste reste un masque, je dis pas c'est pareil, laissez tomber, je dis l'inverse. Choisir sa présentation au lieu de la subir, ça peut être un soulagement énorme, réel, vital. Il n'y a pas de vrai visage à retrouver en dessous, d'accord, mais il y a des façons de se présenter qui font beaucoup moins mal que d'autres. Et ça change véritablement la vie. Sauf que là, normalement, si vous avez bien suivi, vous devez avoir l'impression que je me contredis, que je passe la vidéo entière à expliquer que c'est pas un choix, pour finir en vous disant de choisir votre présentation. Et pourtant, c'est pas une contradiction. C'est un changement de geste. Et c'est ça qu'il faut absolument réussir à comprendre, parce que ce qui donne l'impression que tout serait foutu et qu'on n'y pourrait rien de toute façon, c'est pas une fatalité, c'est pas une loi de la nature, c'est l'habitude qu'on a dans la psychologie mainstream de tout ramener à l'individu. Et le jour où on arrête, le jour où on regarde non plus la personne, mais ce qui l'entoure, les perspectives commencent à changer. Et l'idée que tout serait foutu cesse d'avoir l'air d'une évidence. Parce qu'il y a bien un endroit où les choses se décident, et cet endroit, on l'a nommé de 15 façons depuis le début. Le regard qu'on a éduqué à produire des lectures stigmatisantes, la scène sociale qui distribue les rôles sans qu'on ait notre mot à dire, le travail, le logement, la famille, tout ça, on peut le regrouper sous un seul mot, et c'est l'environnement. Chaque environnement, que ce soit l'environnement social, relationnel, professionnel, bref, chacun d'eux renferme pour chacun de nous un monde concret avec ses normes, ses lieux et ses attentes. Et l'environnement, contrairement à notre neuroatypie, il nous est pas donné une fois pour toutes. C'est quelque chose de construit, et donc c'est quelque chose qu'on peut transformer, déplacer, rebâtir, voire même éduquer dans un nombre de cas assez restreint. Et dès qu'on place la focale sur l'environnement, ça nous force à interroger aussi ce que ça veut dire masquer et ne pas masquer. Parce que dès qu'on commence à dire que le masque est une production de l'environnement, on peut plus dire qu'il y a soit des individus qui masquent, soit des individus qui ont démasqué. L'enjeu n'est plus la disparition du masking, étant donné que le masking n'est pas une pathologie de l'individu, mais une compétence qu'il déploie pour survivre à ce qui l'entoure. Le discours sain à tenir, celui qui regarde vraiment concrètement les réalités matérielles des personnes qui souffrent, c'est celui qui assume de dire qu'il y aura toujours des environnements chargés d'une certaine hostilité. Des environnements qu'on ne peut pas transformer ou pas tout de suite, des endroits dans lesquels ça restera dangereux de tenir un rôle avec lequel on est 100% à l'aise. Dire ça, c'est arrêter de porter le masque comme un réflexe partout et tout le temps et commencer à faire le tri, à régler le masque selon le terrain et plus selon la peur. Moi, par exemple, j'aime bien expliquer ça en divisant le monde extérieur en 3 terrains. D'abord, il y a le terrain qui est habité par des gens qu'on connaît pas. Le terrain dans lequel on ne sait rien sur ce que contiennent les regards qui nous font face. La rue, le contrôle de police, la queue dans un supermarché, n'importe quel endroit où les gens sont parfaitement inconnus. Là, on ne sait pas ce que les yeux en face sont prêts à faire de nous. Et là, on a le droit de penser que les gens de base, par défaut, ils sont dangereux. Parce que les gens de base par défaut, ils sont potentiellement racistes, violents, mal lunés, validistes, bref, on peut supposer le pire et accepter qu'on va garder un masque ultra blindé parce que c'est à cet endroit-là que le masking est une compétence qui nous protège. C'est pas drôle, c'est pas agréable, c'est une précaution nécessaire pour certaines personnes,
Mais au moins, c'est plus un réflexe aveugle. C'est un choix qu'on fait parce qu'on a identifié le terrain comme dangereux. Ensuite, il y a les terrains qu'on connaît mais qu'on ne peut pas quitter. Donc en gros, là où il y a des gens qu'on est un peu obligé de voir. Le boulot, la famille, la boulangère du coin, les voisins, bref. Là, on démonte pas tout, mais on module, on baisse d'un cran. Et ça ressemble à des décisions petites et précises. Décider qui a le droit de savoir et qui n'en a pas besoin. Décider que dans cette réunion-là, on va sortir son tricot parce qu'on assume qu'on a besoin de stimer. Ou alors on prend pas son ordinateur mais du papier parce que les écrans nous épuisent. Et puis de préférence, on essaie de faire ça sans fournir de certificat ou de justification. Ça peut aussi être décider de lâcher le contact visuel ou faire des écolalis avec les personnes avec qui on a déjà vu que ça passait. C'est pas spectaculaire, c'est même un peu de la contrebande, mais c'est exactement ça. Tenir le catalogue au lieu d'être tenu par lui. Ne pas tout montrer, ne pas tout cacher, mais décider quoi, à qui et quand. Et puis il y a les terrains dans lesquels on masque plus du tout. Vous m'avez compris, hein, masquer plus du tout, ça veut pas dire qu'on devient enfin l'autiste authentique qu'on a toujours été, vu qu'il n'y a pas de truc précis derrière le masque, hein, encore une fois. Ça veut dire qu'on est à un endroit, avec des gens, et que là, personne ne passe commande de rien. Qu'on n'est plus obligé de filtrer quoi que ce soit, et qu'on n'a rien à retenir ou à faire malgré nous. On laisse sortir ce qui doit sortir, on exprime nos besoins, on communique sur ce qui est difficile pour nous, et on sait que les autres ne vont pas nous le faire payer. C'est l'espace le plus précieux parce que le masque de survie, celui qu'on désigne classiquement quand on parle de masking, il tient justement grâce à ces moments-là. Grâce à tous les moments où on n'a pas eu à le porter. Se ressourcer en tant que personne autiste, c'est pas un terme abstrait ou un peu vague, c'est extrêmement concret. On a besoin de ces espaces relationnels pour savoir ce qui peut exister, pour s'épanouir dans une peau qui nous va. Et ça n'existe que quand on a confiance dans le fait qu'on va être validé par les gens qui nous entourent et qui nous feront pas de remarques. Même juste pour rire, hein, parce que juste pour rire, on connaît, hein, ça reproduit juste du contrôle. On a le droit à des moments où le contrôle n'existe plus, même dans les blagues. Mais on va pas se mentir, ces endroits-là, on les obtient pas facilement et encore moins rapidement. Ce sont des espaces qu'il faut ouvrir, et ouvrir un espace, ça se fait le plus souvent à plusieurs, et le plus souvent contre quelque chose. Parce que pour choisir sa présentation, il faut d'abord avoir eu l'occasion de politiser celle d'avant. Et ça, c'est pas accessible à tout le monde. Voir qu'il y a du validisme et de la psychophobie, voir qu'on en a soi-même internalisé une bonne partie, et réussir à déconstruire tout ça dans sa façon de voir la société et dans sa façon de se voir soi, ça demande des ressources, des privilèges et de l'énergie. De l'énergie intellectuelle au sens de énergie disponible pour réfléchir à ces trucs-là plutôt que à comment je vais payer mon loyer ce mois-ci. Parce que le plus souvent, ce qui nous empêche d'aménager quoi que ce soit, ce qui nous empêche de mobiliser notre handicap comme outil de négociation relationnelle, comme façon de légitimer nos besoins face aux autres, c'est rarement juste le regard extérieur. C'est aussi ce que ce regard extérieur nous a fait intérioriser. À force de violence, on a fini par croire que le problème c'était nous. Quand on galère seul depuis l'enfance, le validisme, on finit par le retourner contre soi. On se dit pas que le monde n'est pas adapté à certaines personnes, on se dit que nous, on n'est pas à la hauteur, que si on galère beaucoup plus que les autres, c'est juste qu'on est moins bon que les autres. Souvent, ça ressemble au fameux oui, oui, le validisme ça existe, mais pas pour moi je suis juste nul. Et ça, on le défait pas seul dans sa chambre à grands coups de bonne volonté. On le défait en tombant sur d'autres gens, des gens qui butent sur exactement les mêmes trucs, qui mettent des mots dessus et qui nous renvoient que la cause n'est pas en nous, mais dans la façon dont le monde traite les gens comme nous. Bien souvent, il faut un autre regard que le sien pour défaire celui qu'on a fini par poser sur soi-même. Donc se politiser, voir le validisme et se compter dedans, c'est déjà en soi quelque chose qui se fait avec les autres. C'est déjà collectif. Personne déterre ça tout seul au fond de soi, pas plus qu'on déterre un vrai visage. Voir le validisme qu'on a intériorisé, c'est douloureux pour plein de raisons, mais je crois que c'est surtout douloureux parce que ça nous pousse à nous rendre compte que toute entreprise de masquage d'un handicap, c'est un travail d'accessibilité gratuit au profit des valides. C'est des aménagements qu'on a fait nous pour ne pas avoir à en demander aux autres, parce que les autres, on a peur qu'ils nous disent qu'on exagère, et se faire dire ça, c'est pas juste désagréable, ça marche. Ça nous fait vraiment reculer dans notre sentiment de légitimité à chaque fois. Et c'est exactement pour ça que ça se fait à plusieurs, parce que pour faire face à toutes les personnes qui vous ferment la porte, il faut qu'il y en ait plusieurs de l'autre côté qui essayent de vous la tenir. Et si, en ce moment, personne ne tient la vôtre, ça veut pas non plus dire que c'est vous le problème, et ça n'a jamais voulu dire ça. Parce que ces endroits où on peut enfin souffler, ils tombent pas du ciel.
S'ils sont rares, c'est que un monde accroché à ses normes, il a tout intérêt à nous garder dispersés, à faire en sorte que chaque personne soit persuadée d'être la seule de son espèce. D'ailleurs, vous l'avez remarqué, hein, à quel point ce monde-là il résiste aux termes qu'on a trouvés pour nous définir et au langage qu'on invente pour parler de nous. Les efforts colossaux qui déploient ce monde pour qu'on ne se reconnaisse pas, pour qu'il n'y ait qu'un seul modèle. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus comme preuve pour comprendre que si vous n'avez pas encore réussi à trouver les espaces dont vous avez besoin, c'est pas parce que vous êtes nul. Alors cette question qu'on vous répète, à savoir qui vous seriez vraiment une fois le masque tombé, vous pouvez la lâcher, hein. Elle vous renvoie à fouiller au fond de vous une chose qui n'y a jamais été. Le masque ne s'est jamais tenu là, il se tient dehors entre vous et ceux qui vous regardent. Et qu'on tienne autant à vous le faire chercher au dedans, c'est pas un hasard, parce que ces deux endroits, le dehors et le dedans, ils ne mettent pas du tout les mêmes gens au travail. Si le problème il est dans le regard des autres, alors c'est sur ce regard qu'il faut agir, et un regard, bah, ça se conteste, ça se combat. Mais si le problème il est en vous, dans un vrai soi que vous n'arriveriez pas à montrer, alors il n'y a plus rien à contester. Il n'y a plus que vous qui vous retrouvez à creuser en vous-même indéfiniment et sans que le monde, lui, ait quoi que ce soit à faire. Démasquez-vous et vous irez mieux. Au fond, c'est la même injonction coloniale repeinte en bienveillance, celle qui demande à vous rendre lisible pour des gens qui ne lèveront pas le petit doigt, sauf que cette fois on vous l'a vendu comme votre libération. Mais faire valoir son handicap et son individualité dans le handicap, c'est pas une libération, c'est une lutte. Et la lutte, ça ne passe pas par des épiphanies individuelles, ça passe par une multitude d'expositions à la violence qu'on sait pouvoir se permettre, parce qu'on aura la certitude de nos convictions et des alliés pour nous aider à nous relever.